Bonsoir à ceux qui rejoignent le live. Ça y est, je vois que vous commencez à arriver. J'ai 1 minute d'avance en même temps, donc... Coucou Mélanie. Bonsoir. Ah, c'est cool. Voilà, ça y est, il est 21h, l'église sonne. J'attends un petit peu de voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. J'ai pas trop l'habitude de faire des lives à cette heure-là. Ce que j'avais fait avant, c'était plutôt le midi. Du coup, je me sens un petit peu fatiguée ce soir, mais ça va le faire. On va voir combien de temps ça dure. J'ai pas reçu beaucoup de questions. J'en ai eu quelques-unes là en début de soirée en message privé. Donc ça va me permettre voilà, de lancer un petit peu les échanges. Salut Julie. Voilà, l'idée du live, c'est de vous parler un petit peu donc, des émotions, et notamment des émotions chez les enfants. Mais plus largement, on va être certainement amené à parler des émotions et des nôtres aussi. Non, ça va, je suis pas stressée, Mélanie, je suis un peu fatiguée. J'ai eu une grosse journée, donc je suis un peu fatiguée, mais je suis super contente de faire le live. Donc voilà, je vous disais, je vais parler un petit peu voilà, des émotions, mais n'hésitez pas à interagir et vraiment à me poser des questions, même voilà, sur des situations perso si vous en avez envie, mais pour que je puisse y répondre, que ce soit un petit peu plus vivant que si c'est juste moi qui parle, parce que c'est déjà bizarre de se parler tout seul à soi-même. Alors c'est vrai que s'il n'y a pas d'interaction, c'est un petit peu dommage. Coucou Cyrielle, coucou Amandine. Bon, c'est cool, vous êtes en train d'arriver, donc voilà, je vais démarrer tout doucement. Et puis on va laisser le temps à d'autres personnes peut-être de nous rejoindre. Pour démarrer du coup ce live dans les émotions, sur les émotions, pardon. Coucou Alice. Ça fait plaisir de voir les copines. Il y a même ma sœur qui est là, coucou. C'est chouette. Du coup, pour démarrer ce live sur les émotions, j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez, vous, ce soir. Pour ça, j'ai envie d'utiliser le petit terme d'étoile émotionnelle qui est utilisé par Juliette Siozac qui a créé Mon Moment Magique. Donc Mon Moment Magique, c'est des ateliers, alors à la base pour les enfants, dans lesquels justement on accompagne les enfants à prendre soin d'eux et dans lesquels forcément on parle des émotions à chaque fois. Il y a même des ateliers spécifiques sur la thématique des émotions. Et du coup, elle a créé ce petit guide qui est pour les enfants. Et au tout début du guide, voilà, elle propose aux enfants du coup de se poser et de réfléchir à leur étoile émotionnelle. Donc avec quelques petites questions pour savoir comment on se sent ici et maintenant. Donc si vous êtes abonné à mon blabla du lundi, vous avez déjà reçu ces petites questions. Mais j'avais envie de les partager avec vous là en direct ce soir. Et je vous invite du coup, si vous le souhaitez, à prendre le temps de réfléchir à comment vous vous sentez ici et maintenant et quelle est votre étoile émotionnelle. Donc pour avoir la réponse, je vous invite d'abord à écouter votre corps. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que, au contraire, vous avez plein d'énergie et envie de sauter partout? Alors à 21h, peut-être pas. Ensuite, je vous invite à analyser votre tête. Est-ce qu'elle bouillonne? Est-ce qu'elle est remplie d'idées noires ou d'idées roses? Est-ce qu'elle est vide ou bien rangée proprement? Et puis enfin, je vous invite à vous connecter à votre cœur. Est-ce qu'il est gai? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il déborde d'amour? Est-ce qu'il est recroquevillé sur lui-même? Est-ce qu'il y a des paillettes à l'intérieur? Donc toutes ces réponses, en écoutant d'abord votre corps, votre tête
et votre cœur. Ça vous permet de trouver votre sentiment, comment vous vous sentez là, tout de suite, maintenant. Quelle est donc votre étoile émotionnelle pour reprendre le terme de ce petit livre. Donc si vous avez envie de partager en commentaire comment vous vous sentez là tout de suite en démarrant ce live, n'hésitez pas, je vous lirai avec plaisir. Et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc moi je me sens plutôt fatiguée, c'est ce que je disais en début de live, j'ai eu une grosse journée. Donc mon corps est plutôt fatigué, je commence à le ressentir dans le dos, dans les épaules un petit peu. Par contre, je suis hyper contente de parler des émotions ce soir avec vous parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder dans les ateliers que je propose aussi bien aux parents qu'aux enfants, qu'aux femmes. Et voilà, je trouve que c'est hyper important de savoir ce qu'on ressent et de savoir nommer les émotions. Et puis bien sûr, quand on est parent, d'accompagner les émotions de nos enfants. Alors, je vois pas de commentaires, donc je sais pas comment vous vous sentez, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et que vous avez plein de questions à me poser pour ce live, parce que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, moi c'est ce qui me plaît vraiment, c'est même si moi je vous vois pas, mais voilà, j'aime beaucoup vous lire et c'est chouette d'avoir des interactions pendant ces lives. Alors Amandine, tu visualises des paillettes au milieu d'une tempête. Écoute, il y a des paillettes. Alors j'ai envie de te dire, c'est le plus important. Focalise-toi sur les paillettes, elles vont sortir de la tempête. Fatiguée mais heureuse d'être là et de faire ce live et de faire l'atelier demain. Ouais. Mon étoile à moi et mon corps douloureux, mal de dos intense, ma tête bouillonne. Vacances semaine prochaine, chouette. Du coup, 10 000 choses à faire et mon cœur rempli d'amour. Bon, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour vos partages, c'est chouette. C'est chouette de vous lire. Alors, pour préparer ce live sur les émotions, du coup, je vous disais, j'ai eu quelques petites questions. En message privé. N'hésitez pas à m'en poser d'autres au fur et à mesure. Et puis, moi, j'ai des petites choses aussi à partager. J'ai plein de choses autour de moi à vous montrer. Parfois, il est difficile d'identifier les émotions de nos enfants. Comment faire? Alors oui, effectivement, parfois c'est compliqué, on va en parler un petit peu. L'idée, c'est d'accompagner nos enfants et de leur donner des outils, même tout petits, pour réussir à identifier eux-mêmes leurs émotions, à les verbaliser au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Et effectivement, nous, en tant que parents, quand ils n'ont pas la parole ou qu'ils n'ont pas la capacité de les exprimer, on peut faire des suppositions. Voilà. On peut leur demander, est-ce que c'est ça que tu ressens ? Moi, je te ressens comme ça, est-ce que c'est ça, etc. Enfin, voilà. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Cyrielle, tu es fatiguée mais contente de participer au live. Eh ben, contente aussi que tu sois là. Alors, j'avais envie de vous lire une toute petite définition de ce que sont les émotions. C'est une définition de Catherine Guéguin, que peut-être vous connaissez, qui est un petit peu une référence quand même dans le domaine de la parentalité, qui a écrit de nombreux livres, notamment Pour une enfance heureuse. Voilà, c'est elle qui a, entre autres, mais principalement elle, qui a vulgarisé en fait toutes les découvertes de ces dernières années sur ce qu'on appelle donc les neurosciences, la science des émotions et de ce qu'on ressent quand on est en relation avec les autres. Donc elle a beaucoup parlé du cerveau de l'enfant, du cerveau immature, et puis notamment de l'importance de l'empathie pour accompagner les émotions des enfants. Donc on va en parler aussi. Et du coup, c'est elle qui a écrit une petite définition des émotions dans le grand dictionnaire de la petite enfance, qui est là, que je vous conseille aussi. Et voilà, elle a écrit tout un chapitre sur les émotions et j'avais envie de vous lire quelques lignes de ce qu'elle a écrit. Donc il faut savoir déjà que étymologiquement, l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous remue et ce qui nous touche. Donc les émotions sont la vie en nous. Les émotions sont le reflet de ce que nous ressentons à un moment donné face à notre environnement. Nous pouvons exploser de joie, avoir le souffle coupé, la gorge sèche, le cœur qui bat à tout rompre, ne plus avoir de jambes.
Toutes ces expressions montrent que les émotions sont d'abord des perceptions sensorielles et corporelles. Il peut paraître surprenant de savoir que les émotions qui semblent immatérielles sont d'abord une réaction biologique, avec des effets directs et parfois très intenses sur notre corps, et qu'ensuite elles vont influencer tout notre être, nos humeurs et nos pensées. Nos émotions circulent en nous parfois de façon très rapide, très fluctuante, nous faisons passer de l'enthousiasme à la surprise, puis à l'inquiétude. Dans une journée, nous pouvons traverser une infinité d'émotions, en fonction de ce que nous vivons, des personnes rencontrées. Nous nous sentons confiants, sereins, tristes, inquiets, désemparés, paniqués, joyeux, dégoûtés. Sans émotion, nous ne serions pas vivants, nous serions des robots, des machines. Donc voilà, j'avais envie de commencer par ça, parce que ça me semble la base à savoir, c'est que les émotions, c'est des réactions biologiques et c'est des réactions spontanées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler leur apparition et que de toute façon, ce ne serait pas souhaitable de les contrôler et de les empêcher du coup de s'exprimer. Mais c'est vraiment des réactions biologiques, naturelles, spontanées, j'ai envie de dire du coup normales, qui font qu'on n'est pas des robots et qu'on est des êtres humains. Et donc les émotions, elles ont besoin de s'exprimer. C'est des réactions physiologiques à une stimulation extérieure. Et une émotion, ça dure de quelques secondes à quelques minutes seulement. Il y a 3 temps pour une émotion, on distingue 3 temps. Donc d'abord le temps de charge de l'émotion. Donc là, c'est quand on va percevoir par nos sens en fait un stimulus donc extérieur. Ça va être interprété dans notre cerveau et du coup ça va libérer des hormones. Donc là c'est vraiment le premier temps, le temps de la charge. Ensuite le deuxième temps c'est celui de tension, donc là c'est quand l'émotion est tout en haut. Donc là le corps se met en tension, on va mobiliser de l'énergie pour répondre à cette émotion. Et ensuite la troisième phase, donc c'est la phase de décharge. Donc là ça permet de revenir à un équilibre de base. Donc par exemple dans le cas de la colère, on va crier pour expulser et pour faire redescendre du coup la pression. Donc c'est vraiment assez court finalement une émotion et c'est en ça qu'on distingue aussi l'émotion du sentiment qui lui va durer plus longtemps et le sentiment du coup c'est vraiment défini comme un état affectif qui peut être même lié à plusieurs émotions, ça peut être plusieurs émotions en même temps, qui crée un sentiment et un sentiment qui va durer un petit peu plus longtemps. Par exemple, on peut différencier le ressentiment de la colère. La colère, elle est plutôt brève, elle va s'exprimer de manière plus ou moins forte, et alors que le ressentiment, on pourrait le décrire comme une colère qui dure, en fait, une longue colère qui est là, qui reste, qui est souterraine, mais qui ne va pas être autant dans l'action et du coup dans le mouvement que la colère, puisque les émotions, elles nous mettent vraiment en mouvement, que ce soit la tristesse, la joie ou la colère, justement, on est en mouvement à ce moment-là. Donc voilà, il y a une petite distinction entre les deux que je trouvais aussi intéressante à faire. Alors, je regarde parce que je vois qu'il y a déjà quelques petites questions. Amandine, les enfants ont-ils une tendance à passer plus vite d'une émotion à l'autre ? Plus vite, pas forcément. Enfin, j'ai pas d'informations là-dessus s'ils vont passer plus vite que nous adultes, si c'est ce que tu veux dire. L'émotion en elle-même, en fait, du coup, c'est ce que je disais, elle est assez rapide. Donc si l'émotion elle a la place d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la charge et puis après on passe à la décharge, on peut en tant qu'adulte de manière un peu maladroite, on peut parfois couper l'émotion et du coup priver l'enfant de vivre son émotion. Par exemple, on l'a peut-être entendu pour nous-mêmes, mais voilà, si on nous dit arrête de pleurer ou fais pas une colère ou un enfant qui tombe et qui a eu peur par exemple et qui se met à pleurer, on lui dit allez c'est pas grave,
Bon, on l'a tous fait, hein. Enfin, moi je l'ai fait en tant que maman, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais du coup, à ce moment-là, on peut couper l'émotion et du coup, l'émotion n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle n'a pas fait ces 3 phases. Donc sur le coup, elle va être coupée. Par contre, il se peut qu'elle revienne à un autre moment de manière peut-être plus forte et surtout à un moment où, pour nous en tout cas, il n'y a pas forcément de contexte, mais c'est qu'elle n'a pas été vécue entièrement et du coup, quelque part, elle est restée coincée et elle va avoir besoin de s'exprimer d'une autre manière. Je suis pas sûre que ça réponde tout à fait à ta question, mais ça me permet d'aborder ça aussi. Dans les ateliers pour les enfants, dans les ateliers Mon Moment Magique, moi j'aime bien parler de maison des émotions. C'est assez parlant pour les enfants et c'est l'idée de dire que à l'intérieur de nous, voilà, on a cette maison dans laquelle les émotions elles vont, elles viennent, donc voilà, elles ont leur phase de charge, de tension et de décharge. Et puis elles ressortent, voilà, une fois qu'elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, qu'elles ont fait leur travail entre guillemets, elles ressortent de la maison. Sauf que comme je le disais, parfois on coupe. On coupe l'émotion, en fait elle ne peut pas s'exprimer complètement et du coup à ce moment-là elle reste coincée dans la maison. Donc elle peut rester coincée dans un placard, elle peut rester coincée dans un petit coin, ce qui fait qu'à un moment donné s'il y a trop d'émotions coincées dans la maison, et tout ensemble elles font la fête, elles font un peu le bazar et là on peut exploser, on sait plus trop comment on se sent pas bien mais sans trop savoir pourquoi. Donc ça peut être parce que justement on a plein d'émotions coincées qu'on n'a pas pu vraiment libérer, pour lesquelles on n'a pas forcément eu la place de les exprimer. Et du coup, c'est un peu le bazar et il faut faire le nettoyage dans la maison. Donc voilà, moi ce que je dis en tout cas aux enfants, et puis bien sûr aux parents, c'est que toutes les émotions, elles sont légitimes. Toutes les émotions, elles ont le droit d'être là. Encore une fois, c'est des réactions biologiques, physiologiques qu'on ne peut pas contrôler. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un ou se dire à soi-même t'as pas le droit d'être en colère. Bah si, en fait, je suis en colère, c'est tout, c'est comme ça se contrôle pas, voilà, l'émotion elle est là. La seule chose qu'on peut contrôler, j'aime pas ce terme, mais accompagner plutôt, c'est la manière dont on va réagir sous cette émotion. Parce que si la colère d'un enfant est légitime, l'agressivité par contre ne l'est pas. Enfin, on va pas accepter que l'enfant se fasse du mal ou fasse du mal à quelqu'un d'autre juste parce qu'il est en colère. Enfin juste. Je minimise pas la colère, mais parce qu'il est en colère. Donc, on va plutôt agir là-dessus avec les enfants et avec nous-mêmes. On va plutôt accompagner les réactions que vont nous faire avoir les émotions. Mais l'émotion en elle-même, on va lui laisser la place d'être exprimée, en fait. Aline, j'ai un de mes garçons qui est très introverti, du coup parle très peu de ses émotions, comment l'aider, surtout dans le milieu scolaire, car il est surtout l'enfant qui subit. Alors, comment l'aider ? En parlant des émotions avec lui. En parlant, alors c'est peut-être déjà ce que tu fais, hein, tu vas peut-être me dire, mais je le fais déjà. Je te dirais continue. Alors je sais pas quel âge a ton fils. En tout cas, le propre de la petite enfance, c'est vraiment la répétition. Les enfants, en fait, plus ils vont nous voir, nous, parler des émotions, plus ils vont nous voir dealer, entre guillemets, avec nos propres émotions et les accompagner avec les leurs, plus ça va rentrer dans leur quotidien, en fait, et dans leur façon de faire, et plus ils vont s'en saisir, et ça va être naturel pour eux. Les enfants, on peut leur parler des émotions dès tout petit. Ils ressentent des émotions dès tout petit. Ils ont leur kit de base émotionnel avec les émotions primaires. Alors, on en distingue soit 4, soit 6. Donc les émotions primaires, la peur, la joie, la colère, la tristesse. Et certains y rajoutent le dégoût et l'amour dans les émotions primaires. Donc celles-là, elles sont ressenties très très tôt, hein, tout bébé. Donc rien ne nous empêche, quand ils sont tout bébés, de commencer à verbaliser les émotions. Et puis au fur et à mesure que les enfants grandissent, leur proposer des outils, des livres. Voilà, j'ai quelques petites choses là à vous montrer tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils pour parler des émotions avec les enfants. Et en fait, plus on va faire ça, et plus ça va être naturel de parler des émotions, autant des nôtres que des leurs, que de ceux des copains, des frères et sœurs, de toutes les personnes autour de nous.
plus ça va être aussi naturel pour eux. Mais effectivement, ça se fait petit à petit, notamment dans la petite enfance. Et puis voilà, ça va vraiment venir au fur et à mesure. Du coup, Aline, tu essayes au max, mais pas facile. Il a 8 ans, mais toujours un garçon introverti depuis toujours. Ouais. Alors après, il y a des tempéraments d'enfants, effectivement. Et il y a des enfants qui vont moins s'exprimer naturellement, même s'ils sont dans une famille où les émotions ne sont pas un sujet tabou et même si on peut en parler librement. Après, on peut aussi utiliser d'autres outils que la verbalisation, si c'est plutôt à ce niveau-là qu'il a du mal à mettre des mots ou à exprimer son ressenti. Mais ça peut être aussi des outils visuels sur lesquels l'enfant peut dire comment il se sent à tel ou tel moment en accrochant une petite image ou des choses comme ça. Ça peut être, il peut avoir aussi un espace à lui, un petit cahier, alors soit partagé avec d'autres membres de la famille, soit juste pour lui, dans lequel il peut dire comment il se sent. Et puis installer des routines aussi, des petits rituels dans la famille. Voilà, ça peut être le matin au petit déjeuner, chacun dit comment il se sent le matin ou le soir, au contraire, après sa journée. Mais voilà, j'ai envie de te dire, continue à l'encourager à exprimer, et puis peut-être que ça viendra au fur et à mesure, tout doucement, à son rythme. Et peut-être qu'il a moins besoin de les exprimer parce qu'il se sent déjà écouté et accueilli aussi. Peut-être que du coup, il ne voit pas forcément l'utilité de les verbaliser. Voilà. C'est des petites pistes que je peux te donner. Alors, la frustration, est-ce que c'est une émotion ou une réaction à une émotion ? J'ai envie de dire, ça dépend dans quel cadre. Alors, ça rentre pas forcément dans le vocabulaire émotionnel. Je dirais plutôt que ça s'apparente à un sentiment, la frustration. Par contre, ça peut générer de la colère, par exemple. L'enfant peut se sentir frustré, soit parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. C'est le cas notamment des enfants qui commencent à se déplacer ou qui veulent faire plein de choses comme les plus grands et puis qui sont malheureusement encore un petit peu limités dans leur capacité, dans leur potentiel du fait de leur âge et de leur développement. Donc les enfants peuvent se sentir frustrés et du coup se mettre très très fort en colère. Ça peut être aussi quand on dit non. Quand on dit non, il peut y avoir une très grosse colère derrière. Et oui, ça fait partie des réactions aussi et de ce qu'il peut y avoir. Ça fait grandir aussi la frustration. Enfin, c'est pas que négatif. Et du coup, on peut mettre des mots dessus en tant que parent quand on voit que notre enfant est frustré. La frustration, c'est souvent un mélange de colère et de tristesse. Oui, ça peut. Après, tout dépend du contexte, mais effectivement, ça peut être un mélange des deux. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est plus un sentiment qu'une émotion, puisque comme je le disais tout à l'heure, un sentiment, ça peut être un mélange de différentes émotions et qui s'exprime sur un terme un petit peu plus long. Voilà. Donc oui, bien sûr, ça peut être un mélange de ces deux émotions-là, ouais. Mais c'est aussi nécessaire et c'est important par contre de l'accueillir. D'accueillir cette réaction du coup de notre enfant, qu'on lui dise non ou qu'il soit frustré de ne pas réussir à faire quelque chose, c'est important de l'accueillir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je regarde un petit peu autour de moi ce que j'avais envie de vous dire d'autre. J'en ai partout autour de moi en vrai. J'en ai partout, j'ai sorti plein de choses parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai envie de vous dire aussi que toutes les émotions, elles sont utiles. Elles ont toutes une utilité, même celles... alors moi, j'aime pas parler d'émotions positives ou négatives. Elles sont toutes utiles, donc elles sont toutes positives. Par contre, on peut parler d'émotions agréables et désagréables parce que certes, être triste, c'est pas hyper agréable. Alors ni pour notre enfant, ni pour nous en tant que parents de voir notre enfant triste. Mais par contre, il faut savoir que toutes les émotions, elles ont une utilité, vraiment. Elles servent à quelque chose et elles répondent aussi à un besoin. Puisque une émotion, c'est le résultat d'un besoin non satisfait à un moment donné. Donc, accueillir l'émotion de l'enfant, c'est non seulement
voilà, l'écouter, laisser l'émotion s'exprimer. On peut aussi proposer des outils d'expression des émotions et de régulation des émotions. Mais on peut aussi, c'est aussi très très intéressant justement de s'intéresser à l'origine de cette émotion et au besoin qui peut être caché derrière. Et voir à ce moment-là si ce besoin-là, on peut y répondre ou pas, tout de suite, plus tard, voilà. C'est aussi intéressant. Parce que sinon, le risque, et je lisais un article intéressant là-dessus d'Héloïse Junier, qui est psychologue, qui travaille beaucoup avec les structures petite enfance. Et elle a fait un article justement qui dit aujourd'hui on parle beaucoup des émotions et c'est très bien. Aujourd'hui il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils qui permettent aux enfants d'exprimer leurs émotions ou de faire redescendre la pression, du coup d'accompagner ce temps de décharge et de descente. Voilà, des endroits où les enfants peuvent se mettre quand ils ont une émotion forte, des petits supports visuels pour exprimer leurs émotions, des coussins pour taper dedans et des choses comme ça. Mais en fait, on en oublie que du coup, ce qui est important aussi pour accompagner l'émotion, d'une part, c'est l'écoute et la présence de l'adulte, donc une présence chaleureuse, voilà, prendre l'enfant dans les bras, le rassurer, etc. Et puis, aller chercher le besoin derrière, parce que sinon, c'est comme si on mettait juste des pansements en fait sur les émotions, avec tous ces outils qui sont très bien, qui ont leur utilité, mais attention à ne pas en faire trop et qu'il n'y ait pas que les outils, et que les outils viennent remplacer la présence chaleureuse de l'adulte, en fait. Voilà, c'est pas du tout le but. Alors, Alice, ta dernière exprime presque toutes ses émotions par les larmes. C'est pas facile à interpréter. Comment changer cette expression ? Eh ben, je te dirais de pas changer, même si j'imagine que pour ton cœur de maman, c'est pas facile de voir ta fille pleurer très facilement. Mais c'est sa manière à elle d'exprimer ses émotions. Et c'est sa manière à elle, du coup, de décharger. Quand je dis que la phase de décharge d'une colère, ça peut se faire par des cris, ça peut se faire aussi par les larmes. Et les larmes, ça nous nettoie, en fait. C'est une manière très symbolique, en plus, d'évacuer ce trop-plein. Et du coup, oui, peut-être que c'est sa manière à elle pour presque toutes les émotions, comme tu dis. Mais si c'est ça qui lui fait du bien après... j'ai envie de te dire de ne pas changer ça, mais voilà, de continuer comme tu le fais déjà, j'imagine, à l'accompagner dans ces temps-là, à lui dire que tu es là, à la prendre dans tes bras si elle est d'accord, enfin toutes ces choses-là. C'est comme nous, parfois, quand on est triste, qu'on en a gros sur la patate, alors on pleure peut-être moins facilement quand on est adulte, encore qu'on n'est pas tous fait pareil. Moi, je sais que je pleure pas très facilement, mais alors par contre, des fois, quand je pleure... ça décharge, hein. Ça décharge pas mal. Mais après, je me sens bien, du coup, parce que voilà, certainement, il y avait un trop-plein et j'ai eu besoin de le vider de cette manière-là. Donc, si c'est sa manière à elle de vider ça, c'est pas facile de voir un enfant pleurer. Mais si ça lui fait du bien, voilà. Pourquoi changer ? Pourquoi changer ça ? Je parlais des outils juste avant par rapport aux émotions justement, donc encore une fois à nuancer avec ce que je viens de vous dire et le fait que ça ne remplace pas la présence de l'adulte pour accueillir les émotions, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Alors je vois qu'il y a une autre question. Il y a aussi un grand intérêt à comprendre, à connaître nos manières de réagir à nos propres émotions et apprendre à les décharger pour que nos enfants puissent le faire. Oui. Oui, 1000 fois oui. Et c'est peut-être le plus dur. C'est peut-être le plus dur parce que du coup, en tant que parent, voilà, quand on s'intéresse un petit peu aux émotions, à l'accompagnement, entre guillemets, bienveillant, parentalité positive, on l'appelle comme on veut, effectivement, on va tomber très vite sur la question des émotions et de l'accompagnement des émotions de l'enfant. Avec plein de recettes, avec plein de théories, avec plein d'outils, comme je vous disais, hein, j'en ai plein, hein, moi la première. Hein. Sauf que, effectivement, on oublie que si nous-mêmes, on ne sait pas faire, du coup, c'est hyper difficile de demander à nos enfants de le faire. C'est hyper difficile parce que, d'une part, ils n'auront pas d'exemple. Si voilà, on demande à nos enfants
de gérer, entre guillemets, la colère. Gérer, j'aime pas non plus, mais voilà, de se mettre en colère, ok, mais voilà, de pas pour autant tout jeter par terre, etc. Mais que nous-mêmes, quand on est en colère, on se met à monter dans les tours et à crier comme pas possible, c'est compliqué. Alors, c'est important aussi de laisser s'exprimer nos émotions, parce que ça montre aux enfants qu'elles ont besoin d'être exprimées, que nous aussi on est des humains et pas des robots, que nous aussi on a des émotions, etc. Mais disons que si nous on est en incapacité d'être dans la maîtrise, j'aime pas non plus ce terme-là, c'est difficile de trouver un terme juste, je trouve, mais de ne pas nous laisser submerger, voilà, par nos émotions. Si nous-mêmes on n'arrive pas et qu'on est submergé à chaque fois, et ben ouais, c'est compliqué du coup d'accompagner nos enfants à ça. Sauf que, je veux pas faire de généralité, mais c'est ce qui ressort souvent dans les groupes de parents que j'accompagne et même les femmes que j'accompagne. On est beaucoup, parents aujourd'hui, adultes tout court, à ne pas avoir été accompagnés nous-mêmes. Alors d'une part parce qu'à l'époque, quand on était petit, il y avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui. Et il y avait aussi beaucoup de croyances on parlait de caprices, etc. Alors on en parle toujours, mais de moins en moins. Mais ce que je veux dire, c'est que nos parents, pour beaucoup, n'avaient pas du tout les outils et les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que pour eux, c'était encore plus compliqué. Ils étaient à 1000 lieues de tout ça. Donc on n'a pas forcément, nous, été accompagnés dans ces émotions. On peut même avoir été restreint dans nos émotions parce qu'à l'époque, ça se faisait pas de se rouler par terre quand on nous disait non ou dans les rayons du supermarché. Voilà, c'est encore difficile aujourd'hui, je vous l'accorde. Du coup, voilà, si on grandit en temps et qu'on devient adulte sans avoir nous-mêmes pris connaissance de nos émotions, oui, c'est difficile d'accompagner nos enfants. On peut se rendre compte que à l'âge adulte, on a un vocabulaire émotionnel qui est très très limité. Il y a plein d'émotions et de sentiments, pour le coup, différents. Et pourtant, souvent, quand on demande comment ça va bien. Ça va bien. Alors d'une part parce qu'on n'ose pas le dire quand ça va pas bien, parce qu'on a peur de mettre mal à l'aise ou d'être jugé ou de pas être écouté tout simplement, donc on dit ouais ça va bien. Et puis même quand ça va, on dit juste ça va bien. Alors que même pour c'est une émotion agréable, même quand ça va bien, mais il y aurait un panel de mots différents qu'on pourrait utiliser et qui permettrait de nuancer notre ça va bien. Mais pour beaucoup, on ne sait pas le faire et enfin moi en tout cas en tant que maman, j'apprends chaque jour aussi auprès de ma fille parce qu'elle, j'ai envie de l'accompagner là-dedans. Donc j'apprends avec elle finalement et je fais encore des erreurs. Voilà, il y a des jours où je me laisse submerger par mes émotions, mais voilà, on est beaucoup, je pense, à apprendre en même temps que nos enfants du coup. Alors j'ai vu qu'il y avait des commentaires en même temps. Gros chantier, ouais, gros chantier. Moins simple de l'apprendre à l'âge adulte, exactement parce que on est déjà dans des fonctionnements, on a déjà des habitudes, on a déjà des choses qui sont ancrées. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de commencer très tôt avec nos enfants. Surtout que le cerveau de nos enfants, il est encore malléable, il est plastique. Donc c'est plus facile pour eux en fait d'assimiler de nouvelles informations et d'assimiler plein de nouvelles informations. C'est vraiment le propre de la petite enfance, hein, c'est vraiment d'emmagasiner toutes les informations extérieures, toutes les expériences, tout ce qui se passe. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de créer des connexions en fait quand les choses vont être répétées et constantes. Donc effectivement, si depuis tout petit on parle des émotions, on les accompagne dans les émotions, on leur montre que c'est normal en fait d'avoir des émotions et qu'elles nous traversent, qu'on leur donne du vocabulaire, qu'on leur donne des outils, et ben effectivement pour eux ça sera beaucoup plus facile. Ils vont grandir de manière plus apaisée avec leurs émotions, en tout cas on espère, c'est ce qu'on souhaite. Alors que nous les circuits ils sont déjà faits en fait. Ils sont déjà faits à l'âge adulte, donc c'est automatique. Donc il faut déconstruire. Alors c'est possible, hein, le cerveau il reste plastique toute la vie. C'est possible à l'âge adulte, simplement ça va moins vite parce que notre cerveau est beaucoup moins malléable. Voilà, donc c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Le plus gros chantier, c'est nous, je crois. Oui. Oui, je te confirme, très clairement. Pas facile pour les adultes, ouais.
moins légitime de leur demander ce que nous n'arrivons pas à faire. Oui, mais exactement. Pas plus tard que ce week-end en atelier pour les femmes, justement, une maman disait bah voilà, je me suis mis en colère contre mon enfant et je me suis rendu compte en fait que je lui demandais du coup de ne pas se laisser submerger par sa colère alors que moi-même, j'en étais pas capable. Donc c'est vrai qu'on est face à un paradoxe qui est énorme. On leur demande des choses dont nous, on n'est pas toujours capable en fait. Donc ouais, voilà, c'est bienvenue dans le métier de parent quoi. Alors qu'ils ont tellement besoin de nous avec leur cerveau immature. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, juste un petit point là-dessus, mais les enfants naissent avec un cerveau totalement immature. Les bébés naissent avec un cerveau totalement immature. Le cerveau a seulement 30% de ses capacités cérébrales à la naissance. Et il va se développer notamment tout au long de la petite enfance. Mais le cerveau va être vraiment complètement mature à 25 ans. Voilà, toutes les parties de notre cerveau, notamment ce qu'on appelle le cerveau supérieur, qui s'occupe justement de réguler les émotions, la prise de recul, la prise de décision, etc. Et cette partie-là, donc, elle mature tout au long de la petite enfance, de l'enfance, et puis plus tard. C'est pas quand on se réveille le matin de nos 25 ans que c'est mature, hein, bien sûr, mais c'est complètement mature aux alentours de 25 ans, voilà, cette partie-là. Et avant ça, les enfants, notamment les tout petits, jusqu'à 6-7 ans, voire plus, hein, ça dépend des enfants, ils sont totalement dominés, en fait, et Catherine Guéguin l'explique très bien dans ses livres et dans ses conférences, ils sont totalement dominés par la partie de leur cerveau qui s'occupe des émotions et qui s'occupe des mécanismes de survie et donc qui va les faire réagir quand ils vont être en proie à une émotion un petit peu forte, qui va les faire réagir de manière, pour nous, disproportionnée. Et on va pouvoir parler de tempête émotionnelle avec, oui, un enfant qui peut se rouler par terre dans les couloirs du grand magasin, dans les rayons du grand magasin, parce qu'on a dit non pour acheter une Barbie. Voilà, et là je vous parle d'une expérience vécue. Voilà, donc grosse frustration, déception, tristesse, colère, hop, ça explose et ils vont pas être capables tout seuls en fait de reconnecter les choses au niveau du cerveau et de calmer cette tempête émotionnelle. Ils vont avoir besoin de nous, adultes, pour faire redescendre la pression. Et donc ils apprennent au fur et à mesure et pour apprendre, c'est un petit peu comme nous quand on a passé le permis de conduire. Alors pour celles et ceux qui ont le permis de conduire ici, on est beaucoup j'imagine, on a dû apprendre au fur et à mesure. Au début c'était pas des automatismes, voilà, regarder dans le rétro, passer les vitesses, accélérer, débrayer, etc. Mais ce qui nous a aidés, c'est le calme du moniteur à côté de nous. Alors sauf si vous aviez un moniteur un petit peu énervé qui vous criait dessus, je suis pas sûre que ça vous a aidé à apprendre, mais ce qui nous a aidés, c'est d'avoir cette personne-là à côté de nous qui, elle, savait très bien faire, qui nous rassurait et qui nous a accompagnés là-dedans. Et aujourd'hui, on sait conduire. Et c'est un peu la même chose pour les enfants. Ils ont besoin d'avoir à côté d'eux cet adulte qui va être calme, qui va pouvoir les accompagner, les guider, leur montrer comment faire pour tous ces apprentissages et notamment ce que sont les émotions. Nous sommes là ce soir aussi pour nos enfants pour justement changer des choses ou du moins essayer d'en comprendre plus. Oui, mais tout à fait. Et on est de plus en plus nombreux. Enfin, moi je le vois dans les formations que je donne ou les ateliers de parents que j'accompagne. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout ça. Bon, voilà, l'information est aussi très facile aujourd'hui à avoir, hein, beaucoup plus que ce que je disais qu'à l'époque de nos parents. Puis il y a des choses qu'on ne savait pas tout simplement à cette époque-là. Donc c'est assez facile de se renseigner et effectivement de comprendre les choses. Et moi, ça m'a beaucoup aidée en tant que maman quand j'ai compris justement que ma fille avait un cerveau immature et que il y a des choses, c'est pas qu'elle voulait pas faire, c'est juste qu'elle pouvait pas en fait, tout simplement. Et voilà, donc quand on parle de caprice aujourd'hui ou de comédie quand un enfant se met en colère ou pleure beaucoup et est très très triste, c'est tout simplement qu'on ne sait pas comment fonctionne un enfant parce que sinon on ne dirait pas ces choses-là en fait. Et du coup le fait de savoir tout ça, ça permet de prendre de la hauteur en tant qu'adulte parce que nous notre cerveau il est mature donc on peut prendre ce recul-là et se dire ok,
Ok, mon enfant est pas capable de ça, là il peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Donc à moi de l'accompagner et de lui donner les clés pour l'aider en fait à faire mûrir tout ça et qu'il puisse y arriver plus tard. Voilà. Vous êtes trop mignonne à vous envoyer des messages soutien à toutes les mamans, on est ensemble et tout. Mais ouais, mais carrément, ouais. Donc on s'assoit dans le rayon, on tente d'apaiser. Je crois que je serais capable de m'asseoir près de lui et de l'accompagner dans cette tempête. Oui. Oui, alors moi je l'ai déjà fait. Très clairement, je l'ai déjà fait. Les gens te regardent bizarrement, on va pas se mentir. Tu peux aussi te prendre des petites réflexions de oh là là, quelle comédie, oh là là, c'est pas beau d'être en colère, bah de mon temps on n'aurait pas laissé faire ça, voire même plus violent, oh bah une petite claque et ça le calmerait. Bon, moi j'ai jamais entendu, mais par contre j'ai déjà entendu, alors je sais pas si ma sœur est toujours sur le live, mais oui, oui, j'ai déjà eu une réflexion voilà, d'une personne qui passait à côté dans la rue et qui a dit un truc du style ah bah dis donc, enfin voilà, un jugement en fait porté sur ma fille. Et ça a le don de me mettre très en colère en fait. Voilà. Donc en général, je suis pas très très bienveillante quand j'entends ça. Je sais que c'est pas terrible, mais voilà, le jugement sur un enfant qui en plus est déjà dans un moment compliqué pour lui. Voilà. Ah bah oui, t'es toujours là. Il en a pas besoin quoi. Voilà, voilà. Donc oui, Mélanie, si ça arrive, enfin, je te dis, voilà, moi je l'ai déjà fait. Et effectivement, à ce moment-là, on peut... Alors le regard des autres, c'est difficile. Hein. Il faut se sentir capable, effectivement, d'affronter, entre guillemets, le regard des gens qui vont se dire la mère, elle est complètement dépassée, complètement laxiste, voilà. Bon, j'ai envie de dire, comme tu dis Aline, laissons parler les gens, voilà, ça les regarde. Toi, tu sais que tu es là pour ton enfant, tu sais de quoi il a besoin à ce moment-là, et du coup, bah, voilà, tu l'accompagnes en conscience. Et effectivement, laisser passer la crise et être là après pour rassurer l'enfant, c'est juste la meilleure chose à faire. Ma fille m'a réclamé un bonbon à la caisse, j'ai dit non, elle a pleuré, ouais. Et la dame devant moi s'est accroupie et lui a dit, moi ma fille à son âge, elle aurait fait ça, elle se prenait une fessée. Voilà. C'est un exemple très concret et très parlant de ce que les gens peuvent se permettre de dire. En plus, je trouve ça hyper intrusif en plus. C'est hyper intrusif de dire ça. On ne le dirait jamais à deux adultes qui se prennent la tête dans les rayons du supermarché, mais on se permet de le dire à un enfant, quoi. Moi, à l'âge de la dame, j'espère ne pas être comme ça. Ouais, carrément. Carrément. Alors moi, quand ça arrive aussi, si ma fille est visée directement par une réflexion extérieure, je réagis pas toujours auprès de la personne qui s'est permis de dire ça. Par contre, je rassure ma fille derrière. En lui disant, par exemple, que moi, je suis pas d'accord ou qu'il faut laisser parler les gens et qu'il faut pas les écouter. Enfin, voilà, des choses comme ça pour la rassurer. Mais j'essaie de pas trop perdre d'énergie à répondre à d'autres personnes et encore moins à les convaincre parce que j'estime que c'est pas mon rôle. Je suis pas là pour convaincre. Sans information, c'est difficile. Nous, on l'a, mesurons notre chance. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'on a beaucoup de chance et en même temps, c'est hyper difficile et c'est hyper inconfortable. Parce que je le dis souvent, ça aussi, mais on est un peu la génération du milieu, en fait. Nos parents n'avaient pas ces informations-là, pour beaucoup en tout cas. Donc beaucoup de nos parents ont fait comme leurs parents disaient de faire et c'était pas super bienveillant toujours. Alors sans tomber dans les extrêmes, hein, je suis pas en train de dire, pour ma part en tout cas, je suis pas en train de dire que j'ai été maltraitée, loin de là. Mais effectivement, ces informations-là n'existaient pas. Et pour nos enfants, du coup, ce sera plus facile et certainement plus naturel parce que on les aura accompagnés comme ça, en tout cas du mieux qu'on peut. Et si on est là ce soir, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parce qu'on se pose ces questions-là et qu'on a envie de bien faire. Donc nos enfants auront eu ça. J'ai envie de croire que la génération de nos enfants, quand ils seront parents, ils seront plus nombreux que nous aujourd'hui à se poser ces questions-là et à agir comme ça. Donc pour eux, ce sera déjà un peu plus facile. Mais nous, effectivement, on est entre les deux. Voilà. On est entre
l'ancienne génération qui n'est pas là forcément là-dedans, la future génération pour qui ce sera plus simple. Et nous, voilà, on jongle un petit peu entre les deux et c'est pas super facile. Chacun devrait se mêler de ses fesses, personne ne connaît notre histoire, nos enfants mieux que nous. Donc laissons faire les idiots. Ouais, non mais c'est sûr, c'est exactement ça. Mais parfois c'est difficile de se détacher du regard des autres. Voilà. Ça peut être compliqué et ça peut nous toucher quand même d'avoir des réflexions comme ça, même si au fond de nous on est sûr de nous et de nos convictions et de ce qu'on a envie de transmettre, c'est pas toujours facile. Une BD qui s'appelle « Et si on changeait d'angle » oui, elle est géniale. Alors, je ne l'ai pas avec moi parce qu'elle est dans mon atelier. Mais effectivement, Fanny Vella, donc, qui est illustratrice, elle a fait une bande dessinée dans laquelle elle transpose... Alors, elle dessine des adultes, mais elle transpose des situations de violence éducative ordinaire, donc ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Donc, des situations qui pourraient se dérouler entre un adulte et un enfant. Par exemple, j'ai l'exemple d'une planche là qui me vient où une femme qui dit à son mari avec les clés de sa voiture mais si voilà, prête les clés de ta voiture à ton copain, machin, nan et tout, et le mari qui dit mais je le connais même pas, j'ai pas envie de lui prêter ma voiture quoi. Et ça c'est typiquement quelque chose qu'on peut dire souvent ou qu'on entend, on dit à nos enfants mais si allez prête tes jouets, regarde elle vient jouer avec toi, prête-lui et tout. Sauf qu'en fait, c'est mes jouets, et peut-être que j'ai pas envie de les prêter, et peut-être que j'y tiens, et voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, il y a plein de petites situations comme ça. Je voulais l'offrir à Noël à mon beau-père. Ça peut être une idée de cadeau. Ouais. Et oui, je l'ai retrouvée, Mélanie, ouais. Elle est intéressante en tout cas parce qu'elle suscite le débat. Moi, je l'utilise quand je fais des formations pour les professionnels qui travaillent avec des enfants, quand je fais des sensibilisations justement aux violences éducatives ordinaires. Et en introduction à la formation, au tout début de la journée, je leur donne des planches avec la BD. Et je leur demande de discuter dessus, voilà, voilà, qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. Et j'aime bien me balader dans les groupes et écouter ce qu'ils disent. Alors, parce que pour certaines situations, ils disent « Ah bah oui, quand même, là, c'est impensable. » Et puis pour d'autres, « Ouais, mais bon, quand même, quand c'est des enfants, ça passe. » Voilà. Donc, ça me fait beaucoup rire. Mais en tout cas, elle prête au débat et elle est vraiment très, très bien faite. Donc oui, c'est un support très intéressant. On a dévié un peu sur des émotions, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Pour rester dans l'idée des émotions, je vous ai ramené plein de livres. C'est Amandine qui m'a demandé en message privé des livres aussi bien pour les adultes, pour les parents que pour les enfants, qui parlent des émotions. Alors il y en a plein, donc la liste est non exhaustive. Je les ai pas tous lus, mais la plupart oui quand même. Donc il y a celui de Catherine Guéguin déjà dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai mis là. Donc il y en a deux, il y a Pour une enfance heureuse et Vivre heureux avec son enfant. Le deuxième est plus accessible quand même que celui-là. Mais les deux sont très très bien. Après, elle faisait pas mal de conférences et je crois qu'il y a pas mal de choses qu'on peut retrouver sur YouTube aussi, des vidéos. Il y en a beaucoup. Et le dernier livre qu'elle a écrit, c'est celui-ci, Lettre à un jeune parent, que je n'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté tout à l'heure du coup et je vais le commencer ce soir. Voilà, il est très facile à lire. Voilà, l'avantage de Catherine Guéguin, c'est vraiment qu'elle... de quelque chose qui peut nous sembler compliqué, voilà, neurosciences affectives et sociales, cerveau, tout ça. Elle fait quelque chose de très simple et de très accessible, donc vraiment c'est top. Et du coup, elle parle pas que des émotions, elle parle de plein de choses, donc c'est hyper intéressant. Sur les émotions, il y a aussi un incontournable presque. C'est Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant. Donc pareil, il se lit très bien et Isabelle Filiosa, c'est aussi une référence dans le domaine de la parentalité. Oui, je pourrais mettre un lien ou une story avec les références, ouais, carrément. Je pourrais les prendre en photo et les mettre en story permanente, ça peut être intéressant, ouais. C'est une bonne idée. Je vous en montre encore quelques-uns comme ça que j'aime bien. Alors, ça c'est vraiment pour les adultes, c'est la petite BD de Art Mela sur les émotions. Il y a 3 tomes, là j'en ai que 2.
Donc pour ceux qui sont pas loin de Douai, je les ai dans ma petite boutique. J'ai plusieurs exemplaires, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc c'est sous forme de BD et elle creuse vraiment ce que sont les émotions, comment ça fonctionne, à quoi elles servent, etc. Et puis dans les tomes d'après, du coup, elle part vraiment dans les besoins. Donc si j'ai telle émotion, quel besoin il peut y avoir derrière, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Tac, tac, tac. Et puis alors après, il y a celui-là aussi sur les émotions spécifiquement qui est vraiment top. Oui, Amandine, tous les livres qui sont là, à part les BD dont je viens de parler, tous les autres livres, ils font partie de la bibliothèque de l'association, effectivement. Donc ils sont tous empruntables. Il n'y a pas de souci. Maintenant que tu es adhérente. Donc j'accompagne les émotions de mon enfant, de Soline Bourdevert-Vessière, qui a un compte Instagram qui est super top aussi. Donc là, il y a autant des informations sur les émotions que des petits outils. De petites activités, de petites choses à faire avec les enfants selon les âges, etc. Donc il est super complet, il est vraiment vraiment chouette et très accessible. Et puis après, voilà, il y a d'autres livres un petit peu incontournables, moi que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci d'Héloïse Junier, dont je parlais tout à l'heure, donc qui est psychologue, qui travaille beaucoup dans les structures petite enfance. J'adore sa manière d'écrire, sa manière d'expliquer les choses. Elle a beaucoup d'humour. Et pareil, elle explique les choses de manière très très simple. Celui-là, il fonctionne par thématique en plus. Donc on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Vraiment, il est très intéressant. Voilà, après vous avez des livres plus spécifiques sur le cerveau pour comprendre comment ça fonctionne, les mécanismes. Et puis bien évidemment, je parlais des émotions et des besoins. Il y a aussi des livres sur la base de la communication non violente. Donc les livres de Marshall Rosenberg, donc celui-là qui est vraiment le livre sur la communication non violente. Et puis après, il y en a des plus petits sur des thématiques. Notamment, il y en a un sur la colère aussi. Qui sont aussi très intéressants pour aller creuser justement sur ce qu'il y a derrière et sur comment on peut communiquer aussi sur nos émotions et sur nos besoins. Donc voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait des parents d'ados dans la salle, mais Isabelle Filosa a écrit celui-là aussi, plus spécifiquement sur les ados. Puisqu'il faut savoir que, je vous disais, le cerveau, il mature dans la petite enfance. Sauf qu'à l'adolescence, ça se dérègle de nouveau. Voilà, à l'adolescence, c'est le bazar. Et si notre enfant arrivait à peu près, à un moment donné, vers 7-8 ans, à ne pas se laisser submerger par ses émotions, et à l'adolescence, ça repète. Voilà. Ah voilà, 3 ados. Écoute, celui-là, il est très très bien. Et il y a un atelier des parents aussi pour les ados qui existe, mais je vais le prévoir avant l'été certainement. Mais voilà, il faut savoir qu'à l'adolescence, ça se dérègle en fait au niveau du cerveau et ça peut expliquer des retours en arrière, entre guillemets. Voilà, si notre enfant arrivait plutôt bien avec les émotions et puis d'un coup ça va plus, c'est normal, c'est en train de se remettre en place. C'est très agréable. Des jeux style carte des émotions. Alors ouais, de l'autre côté, j'ai le matériel qui est plus pour les enfants. Donc je nuance une fois de plus parce que peut-être certains nous ont rejoints entre-temps. Je nuance en rappelant qu'il y a plein d'outils pour accompagner les émotions, mais que ça ne remplacera jamais la présence bienveillante, empathique, un gros câlin, de l'écoute et voilà, une présence humaine pour accompagner les émotions de nos enfants. Mais effectivement, à côté de ça, il y a plein d'outils qui peuvent servir. Alors, l'incontournable que vous connaissez peut-être, c'est quand même La couleur des émotions. Donc, qui est un livre pop-up. Il existe en pas pop-up aussi, si vous avez peur. Mais qui est absolument magnifique sur les émotions primaires. Moi, je sais que je l'ai lu très très tôt à ma fille, avant qu'elle parle. Hein. Donc, bien évidemment, au début, oui, elle regardait, elle voulait toucher, mais c'était tout. Mais par contre, très très vite, du coup, très très vite. Assez vite en fait après elle a commencé à pouvoir identifier ses émotions et à les relier aussi aux différents petits monstres. Donc il y a le livre qui existe aussi en version Kamishibai. Il y a un jeu qui existe, le monstre des couleurs,
pour les enfants un peu plus grands. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'on peut décliner le monstre. Voilà, nous on a des petites peluches. On a les petites peluches de chaque émotion. Voilà, qui peuvent être pas mal. Donc soit vous les faites faire, soit vous en achetez. Je pense qu'il y a plein de sites pour en acheter. Moi je les ai mis sur un dé aussi, voilà, j'ai un petit dé des émotions. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable pour commencer à parler des émotions avec les enfants. Et parce que c'est très très simple, c'est très visuel en fait, il y a la couleur, il y a l'expression, enfin voilà, ça va très vite. Après, donc, j'ai ramené quelques livres ici. Il y a celui-ci que j'aime bien. Content fâché, voilà, pareil, avec les émotions principales, qui est très visuel aussi, qui fonctionne bien pour les tout petits. Pour les plus grands, il y a certains livres de la collection des Dolto. Alors, attention aux messages chez les Dolto, ils ne sont pas tous forcément bons à prendre. Mais il y en a certains qui sont pas mal. Mélanie, à 14 mois, oui, la couleur des émotions, tu peux à 14 mois. Ouais. Tu peux commencer à lui lire, à lui montrer, à jouer, tu sais, à théâtraliser un peu, voilà, la colère, la tristesse, enfin, tu vois. Et ouais, il va commencer du coup à voir les émotions, c'est hyper intéressant. Donc les Dolto, voilà, il y en a quelques-uns, il y a celui-ci sur les colères. Ils sont pas tous hyper bienveillants, donc attention. Celui-là, je sais même plus, du coup, je l'ai même pas relu avant, mais bon, celui-là il passe, mais voilà. Attention au Dolto, je mets une petite nuance quand même. Pour les enfants plus grands, il y a toute une collection aussi des éditions pour penser. Alors pareil, je les ai dans ma boutique, dans ma petite boutique pour celles qui sont dans le coin. Sinon, ça se retrouve sur le site des éditions pour penser. Donc là, c'est des tout petits livres sur différentes émotions, différents sentiments. Donc il y en a un sur la peur, il y en a un sur la colère. Il y a même la jalousie. Donc la jalousie qui est une émotion sociale, qui n'est pas dans ce que j'appelle le kit de base des émotions, mais qui vient un petit peu plus tard. Et du coup, ça raconte un petit peu ce que c'est l'émotion et ça donne des petites pistes aussi pour dépasser les émotions. Donc ça, pour les enfants à partir de 3-4 ans, les histoires sont vraiment top et accessibles. Montine, tu me demandes s'il y a les peluches. Alors, moi, les peluches, je les ai fait faire. Avec le livre, je pense que sur le site, sur certains sites, tu peux en trouver des toutes faites. Moi, je les ai fait faire par une couturière avec qui je travaille, mais je pense que tu peux en trouver qui vont avec le livre, oui. Mais sinon, tu peux acheter le livre tout seul aussi. Mélanie, tu signes les émotions. Ouais, mais carrément. C'est voilà, signer aussi, c'est un outil hyper intéressant pour parler des émotions et pour montrer aux enfants, pour leur donner cet outil-là, en sachant que du coup, avant qu'ils aient acquis le langage, ils pourront exprimer leurs émotions en signes, s'ils le souhaitent. Enfin, voilà, s'ils ont assimilé le signe, etc. Donc oui, les signes, c'est hyper intéressant. Et puis j'ai envie de dire, même pour un enfant qui parle déjà, au moment où il est en tempête émotionnelle, je vous disais, le cerveau supérieur qui nous permet de faire preuve de recul, etc., il coordonne aussi la fonction langagière. Et du coup, parfois, dans la tempête émotionnelle, il n'arrive pas à se connecter. Et même des enfants qui parlent n'arrivent pas forcément à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. Et du coup, un enfant qui sait signer, il pourra plus facilement faire le signe pour exprimer ce qu'il ressent que de le dire, en fait. Donc ça peut aider aussi même les plus grands. 22 € pièce la peluche. Alors Amandine, la couturière qui les a fait, me les a fait beaucoup moins cher que ça, si ça t'intéresse. Ouais, de mémoire, je crois que c'était aux alentours de 10 € pièce. Je suis pas sûre, hein, mais je pourrais te donner son contact si tu veux, parce que j'ai pas payé 22 € pièce. Mais sinon, oui, il y a le Bon Coin et Vinted qui peuvent être intéressants. Dans les outils aussi, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Alors, ça peut être juste visuel aussi.
à mon moment magique, on utilise des petits nuages comme ça, voilà. Donc moi je les ai à la maison aussi, on les colle sur un tableau blanc, donc voilà, je sais que ma fille elle peut aller choisir l'émotion, le petit nuage qui correspond à son émotion, donc ça peut être juste ça, c'est tout bête, hein. Là c'est plastifié, imprimé, on peut le faire soi-même. Il y a aussi un outil que j'aime beaucoup, qui est fait par Virginie Maillard, alias Bou Gris Bouillon, que vous connaissez peut-être, voilà, qui est assez présente sur les réseaux sociaux, qui fait pas mal de choses. Elle a fait des échelles des émotions, donc on peut les acheter sur son site. Mais je ferai une story permanente du coup avec toutes les références parce qu'effectivement là je vous en donne beaucoup, voilà. Donc elle a fait des échelles des émotions. Donc l'idée, nous on l'a toujours pas fait, hein, mais l'idée c'est de coller sa photo en fait sur le petit carré et puis du coup de pouvoir nuancer en fait son émotion. Donc là l'échelle de la colère elle va de je me sens serein, ça va quoi. Ensuite je me sens irritée, agacée, énervée, donc là hop, furieux et j'explose de colère. Donc là, pour les enfants qui connaissent déjà les émotions kit de base, entre guillemets, voilà, qui ont acquis le langage, etc., ça peut être intéressant de les accompagner là-dedans, justement, pour développer leur vocabulaire émotionnel. Alors, on le fait après l'émotion, parce qu'au moment de l'émotion, vous pouvez leur demander... à la limite, ils vont prendre l'échelle, ils vont vous l'acheter à la figure. En tout cas, c'est ce que ferait ma fille, je pense. Mais après la tempête émotionnelle, on peut verbaliser, revenir dessus et ah bah dis donc, moi je te sentais plutôt agacée, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, j'ai vraiment explosé de colère, enfin voilà. On peut nuancer et je trouve ça hyper intéressant. Donc les petits carrés ils se collent, voilà. Et donc elle en a fait sur chaque émotion. Elle a fait une roue aussi des émotions que j'ai pas là. Il y a des cartes aussi. Oui, il y a plein de cartes. Des émotions. Je vous dis, des outils sur les émotions, on en trouve pléthore. Alors, ça peut être la météo des émotions. Des petites cartes. Moi, j'ai aussi des petits cailloux sur lesquels j'ai dessiné la météo. Donc voilà, on peut faire la météo des émotions. Ça, du coup, c'est les cartes de Bou Gris Bouillon dont je vous parlais, qui sont téléchargeables sur son site. Je crois qu'elles sont à prix libre, c'est-à-dire que vous mettez ce que vous voulez en fait et vous pouvez les télécharger, les imprimer. Voilà. En plus, elles sont en double, donc vous pouvez même faire un jeu de mémo avec. Voilà, et puis quand on trouve une paire, on doit mimer l'émotion par exemple. Il y a plein de choses à faire. Voilà, mais il y a plein de jeux en fait qui existent maintenant sur les émotions, donc ça c'est assez simple à trouver des outils comme ça. Comment accompagner les émotions que suscite une mauvaise nouvelle comme une maladie ou un décès? As-tu des livres ou des outils là-dessus? Alors oui, parce que nous on est passé par là il y a un an à peu près, un peu plus d'un an. Du coup on a dû accompagner effectivement les émotions. J'ai envie de dire que les enfants ils ont besoin qu'on leur dise les choses presque sans enjoliver en fait et sans essayer de cacher. C'est parfois plus difficile pour nous que pour eux. On essaie d'enjoliver en disant voilà, il est parti, voilà, il est au ciel, tout ça. Les enfants ont besoin qu'on utilise des vrais mots en fait et qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé. Donc oui, il est mort, il a arrêté de respirer, des choses comme ça, pour que pour eux ce soit concret en fait. Parce que si on dit oui, voilà, il est parti au ciel. Ah bon, il est dans le ciel. Alors après, on peut avoir des croyances, etc. Libre à chacun d'utiliser aussi c'est la religion, tout ça, si c'est quelque chose qui nous parle. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais les enfants ont besoin de se raccrocher à quelque chose de concret. Et dire par exemple, il était très malade et son cœur a arrêté de respirer, son corps a arrêté de fonctionner et du coup, il reviendra plus ou des choses comme ça. Ça peut être difficile pour nous de poser ces mots-là. On n'est pas forcément habitués. Mais eux, ils ont vraiment besoin qu'on leur parle comme ça et ils ont besoin de choses concrètes en fait. Voilà. Sinon, ça peut rester assez flou et ils peuvent ne pas comprendre vraiment ce qui se passe. Donc après, des livres, il y en a. J'en ai pas en tête, mais... Alors si, de mémoire, dans la collection, je sais plus si c'est mes petits docs ou mes petits pourquoi, mais il y en a un qui s'appelle La mort.
tout simplement. Je crois que c'est mes petits pourquoi. Mais en général, dans cette collection, de toute façon, tous les livres sont très bien faits. Donc nous, celui-là, je sais qu'on l'avait. Je crois de mémoire qu'il y a un livre aussi qui s'appelle Au revoir Blaireau, il me semble. Voilà, mais j'essaierai de retrouver, mais j'avais déjà dû en partager il y a un moment quelques-uns, parce que nous, on les avait utilisés. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de répondre aussi aux questions des enfants, même si, encore une fois, c'est pas forcément facile pour nous, et ça peut peut-être nous mettre mal à l'aise. Mais s'ils ont des questions là-dessus, c'est important de leur en parler. Et je sais que moi, ma fille de 4 ans, donc je vous dis, on a fait face au décès d'un proche il y a un peu plus d'un an, elle en parle naturellement. Voilà, ou des fois, elle me dit, tu sais, maman, moi, je repense à telle personne, il est mort, oui, il est mort, voilà. Tant qu'ils arrivent à verbaliser et à en parler naturellement, j'ai envie de dire, c'est bien. Enfin, voilà, c'est que du coup, c'est pas tabou pour eux et tant mieux, et tant mieux. Et puis, effectivement, voilà, ça peut générer de la tristesse ou d'autres émotions, donc à accompagner comme n'importe quelle autre émotion. J'espère que ça répond à ta question. Voilà, on arrive un petit peu à la fin du live. Je vois qu'il y en a certaines qui nous rejoignent. On est sur la fin, mais c'est pas grave. Vous êtes les bienvenus quand même. On a fait le tour un petit peu de ce qu'étaient les émotions, de différents outils, différents livres aussi. Ma nièce n'a pas connu son grand-père. À un moment, elle a voulu voir des photos. Une fois vue, elle m'a dit ok, maintenant je sais. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, les enfants ont juste besoin qu'on réponde à leurs questions ou à leurs demandes. Et puis, une fois que c'est fait, c'est ok, c'est passé, quoi. Et c'est tout. Ouais, des fois, c'est bien plus simple que nous, adultes. Donc après, voilà, pour les plus grands, il y a aussi plein d'autres petites activités, petites choses qu'on peut faire pour accompagner les émotions. Notamment, je reviens un petit peu aux ateliers Mon Moment Magique dont je vous parlais tout à l'heure, mais tout ce qui va être respiration, des petits exercices de respiration en conscience, tout ce qui est aussi yoga. Il y a des postures de yoga qui aident à relâcher les émotions, autant pour les enfants que pour les adultes d'ailleurs. Des petites méditations ou des petites visualisations, des petites histoires, enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça aussi dont les enfants peuvent... que les enfants peuvent utiliser. Avec ma fille, à un moment donné... Où est-ce que je l'ai mise ? Je l'ai vue. On avait fait toutes les deux une roue des besoins avec différentes choses en fait qui lui faisaient du bien quand elle avait une émotion forte. Ah oui, il y a Gaston aussi, Gaston la licorne. Je l'ai pas le livre là, mais c'est des petits exercices de sophrologie pour chaque émotion. Donc c'est hyper intéressant. Mais voilà, nous on avait fait une roue des besoins, donc avec différentes choses qui lui permettaient de se calmer quand elle avait une émotion forte. Bon, ça fonctionne plus, ça a fonctionné un temps. Mais voilà, il y a pas mal de petits outils comme ça qu'elle pouvait utiliser. Ça rassure de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a de multiples solutions. Ouais. Très intéressant, merci, mais de rien. Oui, on pourrait parler pendant des heures, c'est clair, mais ouais, c'est vraiment un sujet passionnant et puis il y aurait plein de choses à dire. Voilà, donc plein d'outils. Après, c'est un sujet dont on parle, bien sûr, dans les ateliers de parents. Donc, je sais qu'il y en a certaines ce soir qui sont inscrites aux ateliers fratrie qui commencent demain. Donc, on va en reparler des émotions. L'atelier des parents, que ce soit pour les enfants de 0 à 6 ans ou les parents d'ados, on en parle aussi. C'est un sujet central. Et puis, alors j'en ai très peu parlé jusque-là, mais du coup, c'est aussi l'occasion. J'ai créé il y a pas très longtemps des petites vidéos, des capsules vidéo. Il y en a 2 à l'heure actuelle et il y en a une 3e qui est en train d'être terminée. Donc c'est des petites vidéos qui durent entre 45 minutes et 1 heure sur différentes thématiques. Donc la première, c'est plus sur le développement de l'enfant, le cerveau. Je vous parlais tout à l'heure de cerveau malléable, etc. et de connexion. Donc la première vidéo, elle est plutôt là-dessus.
Et la deuxième, elle est vraiment sur l'accompagnement des émotions des enfants. Donc elle reprend certaines choses là sur lesquelles on a échangé ce soir. Et puis voilà, il y a des outils, il y a des compléments aussi. Donc c'est des vidéos que j'ai mis en ligne, enfin que j'ai mis en ligne. C'est pas encore optimisé, le système, tout ça, je suis pas très forte en informatique. Mais en gros, sur mon site internet, vous avez une page qui parle un petit peu du contenu de ces vidéos. Et si vous souhaitez en recevoir donc une vidéo plus un livret PDF qui reprend les informations principales, il suffit de m'envoyer un mail en fait et je vous envoie le lien derrière pour la télécharger parce que j'ai pas encore trouvé comment automatiser tout ça, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, et ces petites capsules vidéo, elles sont à 25 € pour le moment. J'ai envie d'en faire d'autres, mais ça me prend du temps et je suis pas très douée en informatique. Mais voilà, il y en a une sur les émotions du coup qui va un petit peu plus loin et qui ne nécessite pas de suivre un atelier de parents. Donc voilà, c'est aussi des choses qui peuvent compléter ce qu'on a dit ce soir ou vous donner des informations supplémentaires. Donc si vous avez envie d'aller voir ça, je vous invite à aller voir mon site internet. J'ai mis le lien en bio de la page des capsules parentalité comme je les appelle. Voilà, et puis j'ai envie d'en faire sur plein d'autres sujets, donc d'autres seront à venir. Mais en tout cas, ouais, c'est chouette. J'aime bien proposer ces lives et puis je vous remercie du coup d'être au rendez-vous, malgré l'heure tardive. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger là-dessus. Voilà, s'il y a une ou deux dernières questions, je veux bien rester un petit peu plus. Il n'y a pas de souci. Et puis sinon, on se souhaitera une bonne nuit. Bon, je vois pas de questions arriver. Je vous remercie du coup pour ce petit temps d'échange. Je vous remercie de vos questions. Du coup, il y a eu plein de questions, donc je suis super contente. Et puis du coup, oui, à demain pour celles qui sont là demain. C'est chouette, vous êtes super nombreuses en fait à être là ce soir et à t'inscrire demain, donc c'est cool. On va pouvoir se retrouver. Merci à vous toutes et bon courage à toutes. J'espère que vous passerez une bonne nuit. Et puis je vous dis à plus tard, à très bientôt du coup pour un prochain live ou pour autre chose. Belle soirée à toutes, salut!